Le jour de Noël, mes parents ont interdit à ma fille de 2 mois de participer à la fête de famille. Ma mère m'a envoyé un texto: « Je t'interdis d'amener Wendy. Ta fille est dégoûtante et va tout gâcher. » Quand je suis quand même arrivée, mon père m'a arraché le porte-bébé des mains. On avait dit non. Ma mère m'a violemment giflé. Tu n'écoutes jamais. Ma sœur a ajouté: certains bébés n'ont tout simplement pas leur place ici. Quand j'ai essayé de reprendre mon bébé, mon frère m'a poussé au sol. Sors d'ici maintenant. Papa a jeté le porte-bébé dehors. Maintenant, va courir après elle. Ce que j'ai fait ensuite a mis en rage ma grand-mère de 84 ans qui observait la scène depuis son fauteuil. J'ai sorti mon téléphone et j'ai commencé à enregistrer tout ce qu'il faisait. Ma grand-mère s'est levée, tremblante de colère, et ce qu'elle a fait après a laissé tout le monde à la fête stupéfait. Le texto est arrivé 3 jours avant Noël. J'allaitais Wendy dans le rocking chair quand mon téléphone a vibré contre la coudoir. Le nom de ma mère s'est affiché sur l'écran et j'ai ouvert le message de ma main libre, m'attendant à des détails sur l'organisation des fêtes ou peut-être à une liste de courses pour les plats que je devais apporter. Au lieu de cela, les mots m'ont fait l'effet d'une douche froide. Je t'interdis d'amener Wendy. Ta fille est dégoûtante et va tout gâcher. Je l'ai lu 2 fois, puis 3, certaine d'avoir mal compris. Mes mains se sont mises à trembler si fort que j'ai failli laisser tomber le téléphone. Wendy a émis un petit son de protestation alors que mon corps se tendait, et je me suis forcée à respirer lentement, essayant de ne pas perturber sa tétée. Le message restait là, sur mon écran, chaque mot plus incompréhensible que le précédent. C'était ma mère qui parlait de sa propre petite fille, un minuscule bébé de 8 semaines qui n'avait rien fait d'autre qu'exister. Ma fille était née avec une tache de vin qui couvrait le côté gauche de son visage, s'étendant de sa tempe jusqu'à sa mâchoire. Les médecins nous avaient assuré que c'était purement cosmétique, rien qui n'affecterait sa santé ou son développement. Ils nous avaient expliqué les options de traitement pour quand elle serait plus grande, une thérapie au laser qui pourrait éclaircir considérablement la tache. Mon mari, Grant, et moi avions accepté cela immédiatement. Nous voyions notre magnifique fille, parfaite à tous les égards qui comptaient. Apparemment, ma famille voyait quelque chose de complètement différent. Les commentaires avaient commencé à l'hôpital. Ma mère était entrée dans la salle de réveil, avait jeté un seul regard à Wendy, et son visage s'était tordu en une expression que je n'avais jamais vue auparavant. Elle s'était rapidement ressaisie, affichant un sourire qui n'atteignait pas ses yeux, mais le mal était déjà fait. Mon père avait été plus direct, demandant aux médecins à plusieurs reprises s'ils étaient sûrs que rien n'allait mal et si c'était réparable. Ma sœur, Taylor, avait carrément halté en voyant Wendy pour la première fois, couvrant sa bouche comme si elle avait été témoin de quelque chose d'horrible. Seule ma grand-mère avait réagi avec une joie pure. Grand-mère Ruth avait tenu Wendy pendant près d'1 heure lors de cette première visite, les larmes coulant sur ses joues burinées alors qu'elle murmurait à quel point son arrière-petite-fille était précieuse et parfaite. Elle avait doucement embrassé la tache de naissance de Wendy, me disant que cette petite fille allait être plus forte et plus remarquable que nous ne pourrions jamais l'imaginer. Les semaines suivantes avaient été un cauchemar de rejet subtil. Ma mère avait toujours une excuse quand je l'invitais à venir. Mon père prétendait que le travail était trop prenant pour qu'il puisse traverser la ville. Taylor publiait d'innombrables photos de ses propres enfants sur les réseaux sociaux, mais n'avait pas encore partagé une seule photo avec sa nouvelle nièce. Mon frère, Derek, était venu nous voir une seule fois, restant moins de 15 minutes et jetant à peine un regard à Wendy pendant tout ce temps. Pourtant, j'avais supposé que Noël serait différent. C'était une tradition familiale, le seul jour où tout le monde se rassemblait chez mes parents, quels que soient les conflits ou les complications. Nous y fêtions Noël depuis aussi longtemps que je me souvienne. Une maison bondée de parents, de la nourriture couvrant chaque surface, des enfants courant partout dans les pièces décorées. J'avais déjà acheté à Wendy une tenue de Noël spéciale, une minuscule robe en velours rouge avec une bordure blanche qui la faisait ressembler à la plus petite assistante du Père Noël au monde. Et maintenant, ma mère lui interdisait complètement la fête. J'ai appelé immédiatement, mes doigts tâtonnant avec le téléphone alors que Wendy finissait de téter. Ma mère a répondu à la 4e sonnerie, sa voix sèche et impatiente. « As-tu reçu mon message ?
Maman, de quoi parles-tu? Tu ne peux pas sérieusement t'attendre à ce que je laisse Wendy à la maison pour Noël. Je le peux absolument, et c'est exactement ce que j'attends de toi. Son ton n'admettait aucune négociation. C'est un jour important pour la famille et nous avons des invités. Ta tante Regina vient avec ses amis du club de bridge et les Henderson de l'église passeront nous voir. Je ne veux pas qu'il dévisage ce bébé toute la journée. La cruauté désinvolte dans sa voix me retourna l'estomac. Ce bébé est ta petite fille. Elle s'appelle Wendy. Ne me parle pas sur ce ton. Tu sais très bien ce que je veux dire. La tâche de naissance est dérangeante et, franchement, perturbante. Plusieurs personnes m'ont déjà posé des questions à ce sujet, se demandant ce qui s'est passé. J'en ai assez de trouver des excuses. Tu n'as pas besoin de trouver d'excuses. Il n'y a rien qui cloche chez elle. Ma mère a soupiré lourdement, le son dégoulinant d'exaspération. Tu fais exprès d'être obtuse. Il ne s'agit pas de bien ou de mal. Il s'agit de présentation. Ton père et moi avons un certain statut dans cette communauté, et avoir un bébé difforme à notre fête de Noël envoie le mauvais message. Le mot « difforme » m'a frappé comme un coup de poing. J'ai dû éloigner le téléphone de mon oreille, pressant ma main contre ma bouche pour m'empêcher de crier. Wendy reposait dans mes bras, son petit visage paisible et confiant, ignorant totalement que sa propre grand-mère venait de la qualifier de difforme. Je l'amène, ai-je finalement dit, la voix tremblante mais ferme. Elle fait partie de cette famille, que ça te plaise ou non. Alors tu seras refoulé à la porte. Je suis sérieuse. Ne me teste pas là-dessus. Elle a raccroché avant que je puisse répondre. Je suis restée assise là dans le rocking chair, fixant mon téléphone, essayant de digérer ce qui venait de se passer. Grant m'a trouvé là 20 minutes plus tard, toujours figé dans la même position, des larmes coulant silencieusement sur mon visage. Il a écouté toute l'histoire, son expression s'assombrissant à chaque détail. Quand j'ai eu fini, il a pris Wendy de mes bras et l'a tenue près de lui, la mâchoire serrée. Nous n'y allons pas, a-t-il dit catégoriquement. Ta famille ne mérite d'être en présence ni de l'une ni de l'autre. Une partie de moi voulait accepter, passer Noël juste tous les trois et oublier que ma famille existait. Mais une autre partie, celle qui avait grandi dans cette maison et chéri ses traditions, ne pouvait pas laisser tomber si facilement. Plus important encore, je pensais à grand-mère Ruth. Elle serait à cette fête, s'attendant à voir son arrière-petite-fille. Elle appelait tous les quelques jours pour prendre des nouvelles de Wendy, demandant de nouvelles photos et des mises à jour sur chaque petite étape. L'idée de la décevoir était insupportable. J'y vais, ai-je décidé. Ils n'ont pas le droit d'effacer Wendy de la famille à cause de leurs préjugés superficiels. Grant a commencé à argumenter, mais quelque chose dans mon expression l'a arrêté. Au lieu de cela, il m'a serré la main et a dit, « Alors nous y allons ensemble, tous les trois. » Le matin de Noël est arrivé, froid et lumineux. J'ai habillé Wendy dans sa tenue en velours rouge, ajoutant un bandeau blanc avec un petit nœud. Elle était absolument adorable, ses yeux sombres grands et curieux alors que je la bouclais dans son porte-bébé. Grant a chargé la voiture avec les plats que j'avais préparés, une casserole de patates douces maison et une tarte aux pommes, peu disposé à abandonner toutes les traditions malgré tout. Le trajet jusqu'à la maison de mes parents a duré 30 minutes dans un trafic de vacances léger. Mes mains étaient moites malgré le froid de décembre, et je n'arrêtais pas de vérifier Wendy dans le rétroviseur, m'assurant qu'elle était toujours contente dans son siège auto. Grant s'est penché et m'a serré le genou à un feu rouge. Dernière chance de faire demi-tour, a-t-il offert doucement. J'ai secoué la tête. Non, il faut que ça se passe. Mes parents vivaient dans une grande maison de style colonial dans l'un des quartiers les plus anciens et établis. La maison était déjà décorée pour la fête. Des lumières blanches étaient enfilées le long de la rampe du porche, une immense couronne accrochée à la porte d'entrée. Des voitures bordaient l'allée et la rue, ce qui signifiait que des invités avaient déjà commencé à arriver, même si nous étions pile à l'heure pour le début officiel. J'ai attrapé le porte-bébé de Wendy pendant que Grant s'occupait de la nourriture. Ma fille s'était endormie pendant le trajet, sa petite poitrine se soulevant et s'abaissant paisiblement sous la couverture douce qui l'enveloppait. En regardant son visage innocent,
j'ai senti ma détermination se durcir. Elle méritait d'être accueillie et célébrée, pas cachée comme quelque chose de honteux. La porte d'entrée s'est ouverte avant que nous puissions frapper. Mon père se tenait là, son expression déjà orageuse. C'était un homme grand et large d'épaules après des années de travail dans la construction. Et il utilisait sa taille maintenant pour bloquer complètement l'entrée. On avait dit non, a-t-il grogné, ses yeux fixés sur le porte-bébé dans mes mains. C'est ridicule, ai-je répondu, en essayant de garder ma voix stable. C'est un bébé, ta petite fille. Tu vas vraiment interdire à un nourrisson de 2 mois de fêter Noël? On t'avait dit de ne pas l'amener. Ma mère est apparue derrière lui, vêtue d'un tailleur rouge coûteux, son maquillage parfait, et ses cheveux coiffés en vagues soignées. Elle avait tout l'air d'une hôtesse gracieuse, sauf pour la fureur qui brillait dans ses yeux. Tu n'écoutes jamais. Sa main s'est levée rapidement, me frappant la joue avec assez de force pour faire tourner ma tête sur le côté. La gifle a résonné dans l'air froid du matin, et j'ai entendu Grant crier quelque chose derrière moi. La douleur a explosé sur mon visage, vive et choquante. Je n'avais jamais été frappée par ma mère auparavant, même enfant. La trahison faisait plus mal que la piqûre physique. J'ai reculé d'un pas, agrippant le porte-bébé de Wendy de manière protectrice. Avant que je puisse me remettre, mon père a tendu la main et a attrapé la poignée du porte-bébé, essayant de me l'arracher. On avait dit non, a-t-il répété en tirant fort. Je me suis accrochée désespérément, terrifiée de faire tomber Wendy ou de la laisser chuter. Le porte-bébé se balançait dangereusement entre nous, et j'entendais ma fille commencer à se réveiller, émettant de petits sons angoissés. Grant a laissé tomber le plat de gratin sur le porche et s'est avancé pour m'aider. Mais ma sœur Taylor est soudainement apparue dans l'embrasure de la porte. Laisse tomber, a-t-elle sifflé. Certains bébés n'ont tout simplement pas leur place ici. La cruauté désinvolte dans sa voix, la manière dédaigneuse dont elle parlait de mon enfant, a fait déferler la rage en moi. J'ai tiré sur le porte-bébé, essayant de briser la prise de mon père. Pendant un instant, nous étions enfermés dans une terrible lutte acharnée, ma petite fille suspendue entre nous. Puis Derek était là aussi, mon frère se joignant à la confrontation avec son énergie agressive habituelle. Il m'a violemment poussé à l'épaule, me faisant perdre l'équilibre. Je suis tombée sur les marches du porche, ma hanche heurtant le béton avec une force contondante. Le porte-bébé a glissé de mes mains, et j'ai regardé avec horreur comment il a dévalé 2 marches. « Sors d'ici maintenant !» a crié Derek, se tenant au-dessus de moi d'un air menaçant. Tout semblait se passer au ralenti. Mon père a ramassé le porte-bébé. Wendy, pleurant maintenant pour de bon, son petit visage rouge de détresse. Il l'a regardé comme s'il contenait quelque chose de contaminé, sa lèvre se retroussant de dégoût. Puis il s'est retourné et a jeté le porte-bébé en bas du porche. « Maintenant, va courir après elle », a-t-il hurlé. Le porte-bébé a heurté la pelouse gelée et s'est renversé. J'ai crié, me relevant en vitesse et courant vers l'endroit où ma fille gisait, pleurant dans l'herbe froide. Mes mains tremblaient si fort que j'avais du mal à défaire les boucles. Mais je l'ai sortie et l'ai serrée contre ma poitrine, vérifiant frénétiquement tout signe de blessure. Elle semblait physiquement indemne, juste effrayée et froide. Mais le dommage émotionnel de voir mon propre père la traiter comme un déchet était quelque chose que je n'oublierai jamais. Grant appelait déjà la police, sa voix nette et autoritaire alors qu'il signalait l'agression. J'entendais ma mère lui crier de raccrocher, le menaçant de poursuites judiciaires s'il ne le faisait pas. Taylor s'est jointe à elle, prétendant que nous les avions attaqués en premier. Derek a ajouté sa voix au chaos, inventant des détails sur la façon dont j'avais essayé de forcer l'entrée de leur maison. À travers le bruit et la confusion, j'ai remarqué un mouvement à la grande fenêtre du salon. Grand-mère Ruth se tenait là, sa petite silhouette à peine visible derrière la vitre, mais l'expression sur son visage était une que je n'avais jamais vue auparavant. Une rage pure et incandescente. Tenant toujours Wendy près de moi, j'ai sorti mon téléphone de ma main libre. Si ma famille voulait se comporter comme des monstres, alors tout le monde allait voir exactement quel genre de personnes ils étaient vraiment. J'ai commencé à enregistrer, capturant le visage tordu de ma mère alors qu'elle criait qu'elle allait appeler son avocat, la posture agressive de mon père alors qu'il s'avançait vers Grant,
Taylor et Derek hurlant l'un sur l'autre que nous violions leur propriété. Répétez-le, ai-je crié, ma voix étonnamment stable alors que je tenais le téléphone en l'air. Dites à tous ceux qui regardent pourquoi vous avez jeté un bébé de 2 mois de votre Porsche le jour de Noël. Le visage de ma mère est devenu blême en remarquant la caméra. Range ça tout de suite. Dites-leur, ai-je répété. Expliquez à tout le monde pourquoi votre petite fille est si dégoûtante que vous l'avez bannie d'une fête de famille. Vas-y, maman. Partage tes sentiments. Mon père s'est jeté sur le téléphone, mais Grant l'a bloqué, sa plus grande carrure créant une barrière. Le mouvement a attiré encore plus d'attention de l'intérieur de la maison. Je pouvais voir des visages pressés contre les fenêtres, des invités assistant désormais à la scène qui se déroulait sur la pelouse. C'est alors que grand-mère Ruth a ouvert la porte. Elle s'est déplacée avec une vitesse surprenante pour une femme de 84 ans, bousculant mes parents malgré leur tentative pour l'arrêter. Sa petite silhouette tremblait, mais pas de vieillesse ou de faiblesse. Elle vibrait de fureur, ses mains burinées serrées en poing à ses côtés. Assez. Sa voix a claqué comme un fouet à travers le chaos. Malgré sa petite taille, quelque chose dans son ton a figé tout le monde. Cela fait 2 mois que je vous observe, et j'en ai assez de me taire. Elle a descendu les marches du Porsche avec précaution, se dirigeant vers l'endroit où je me tenais avec Wendy. Quand elle nous a atteintes, elle a doucement touché la tête de ma fille, son expression s'adoucissant juste un instant avant que la colère ne revienne. Cet enfant, a-t-elle dit en se tournant vers mes parents, est le cadeau le plus précieux que cette famille ait reçu depuis des années, et vous l'avez traité comme un déchet. Votre propre chair et votre propre sang, et vous l'avez jeté dans la boue comme une ordure. Mère, tu ne comprends pas, a tenté d'interrompre ma propre mère. Je comprends parfaitement. La voix de grand-mère Ruth s'est élevée. Je comprends que j'ai élevé une fille qui se soucie plus de ce que pensent ses amis du club de bridge que de sa propre petite fille. Je comprends que je suis en train de voir ma famille se révéler superficielle, cruelle et totalement dépourvue de la moindre décence humaine. Elle s'est tournée pour s'adresser à la foule grandissante de parents et d'invités qui se rassemblaient sur le porche et la pelouse. Avez-vous tous vu ce qui vient de se passer ici? Avez-vous vu cet homme jeter un porte-bébé? Vu cette femme gifler sa propre fille pour avoir amené son enfant à Noël? Des murmures ont parcouru la foule. Tante Regina, celle dont l'opinion importait tant à ma mère, avait l'air absolument horrifiée. La famille Henderson de l'église se tenait bouche bée, clairement choquée. Une des dames du club de bridge avait sorti son téléphone et j'ai réalisé avec une sombre satisfaction que je n'étais pas la seule à enregistrer. Grand-mère Ruth a continué, sa voix portant à travers le jardin. Je connais cette famille depuis 84 ans. J'ai élevé 3 enfants à une époque où nous n'avions pas 2 sous à frotter l'un contre l'autre. Et pas une seule fois je ne leur ai appris à rejeter un enfant pour quelque chose qu'ils ne pouvaient pas contrôler. Pas une seule fois je ne leur ai dit que les apparences comptaient plus que l'amour. Elle a pointé ma mère du doigt. Tu étais une si gentille fille autrefois. Que t'est-il arrivé? Quand es-tu devenu quelqu'un qui peut regarder un bébé innocent et ne voir qu'un défaut à cacher? Le visage de ma mère se décomposait, des larmes commençant à couler sur son visage soigneusement maquillé. Mère, s'il te plaît. Pas ici. Si, ici. Juste ici, devant tout le monde, parce que tu as fait le choix de faire ça publiquement. Tu as banni ta petite fille de Noël et agressé ta fille sur ton propre porche où tout le quartier pouvait voir. Alors oui, nous allons absolument avoir cette conversation ici. Grand-mère Ruth s'est ensuite tournée vers mon père. Et toi? Je t'ai vu jeter un porte-bébé comme si c'était une valise. Ta petite fille était dans ce porte-bébé. Quel genre d'homme fait une chose pareille? Le visage de mon père était devenu rouge, mais il ne semblait pas trouver ses mots. Derek a commencé à parler, probablement pour le défendre, mais grand-mère Ruth l'a fait taire d'un regard. Toi, ne commence même pas. Je t'ai vu pousser ta sœur par terre. Vous avez tous participé à cette cruauté et vous devriez tous avoir honte. Elle est retournée vers le porche et la foule s'est écartée pour elle automatiquement. Lorsqu'elle a atteint la porte, elle s'est retournée une dernière fois. Je m'en vais maintenant.
Je vais faire mes affaires dans la chambre d'amis et ensuite je rentre à la maison avec ma petite fille et sa famille, où je pourrai vraiment passer Noël avec des gens qui comprennent ce que signifie la famille. Elle a regardé directement ma mère. Tu peux avoir ta fête parfaite avec tes invités parfaits. J'espère que ça valait la peine de perdre ta fille et ta petite fille pour ça. Le silence qui a suivi était assourdissant. Personne ne bougeait. Personne ne parlait. Puis grand-mère Ruth a disparu dans la maison et le charme s'est rompu. Le chaos a éclaté. Tante Regina a été la première à partir, rassemblant ses amis du club de bridge et faisant des commentaires pointus sur le « comportement choquant » et « n'aurait jamais cru cela possible ». Les Henderson ont suivi rapidement, la femme établissant un contact visuel avec moi et articulant « Je suis tellement désolée » avant de se dépêcher vers leur voiture. D'autres invités ont commencé à s'en aller, l'atmosphère festive complètement brisée. Ma mère a essayé de les arrêter, sa voix montant de plus en plus haut avec désespoir alors qu'elle insistait que tout allait bien, juste un malentendu familial. Mais le mal était fait. J'avais tout capturé en vidéo, et au moins 3 autres personnes aussi. La vérité était maintenant révélée, impossible à nier ou à déformer. Grant a gardé son bras autour de moi pendant que nous attendions grand-mère Ruth. La police est arrivée en quelques minutes, prenant les dépositions de tout le monde. L'une des officières était une femme de mon âge qui a regardé Wendy avec une chaleur sincère, commentant à quel point elle était belle. Elle a pris des photos de la marque rouge sur mon visage laissée par la gifle de ma mère, a documenté les ecchymoses qui se formaient sur ma hanche après la chute, et a soigneusement noté chaque détail du lancer du porte-bébé par mon père. Quand grand-mère Ruth est sortie avec son petit sac de voyage, elle avait l'air épuisée mais déterminée. Elle s'est installée sur la banquette arrière de notre voiture, tendant immédiatement la main vers le siège auto de Wendy et faisant de doux roucoulements à son arrière-petite-fille. « Je suis désolée que tu aies dû voir ça, ma chérie », a-t-elle dit doucement, en touchant la petite main de Wendy. « Mais tu devais savoir que tout le monde dans cette famille n'est pas comme eux. Certains d'entre nous pensent que tu es absolument parfaite. » Nous sommes rentrés chez nous dans un silence pesant. Grant a porté le sac de grand-mère Ruth pendant que je m'occupais de Wendy, toujours blottie en sécurité dans mes bras. Une fois à l'intérieur, la tension s'est finalement relâchée. Je me suis effondrée sur le canapé et j'ai commencé à pleurer, toute la peur, la colère et la douleur se déversant d'un coup. Grand-mère Ruth s'est assise à côté de moi, un bras autour de mes épaules tandis qu'elle gardait son autre main sur Wendy. « Tu as fait ce qu'il fallait », a-t-elle dit fermement. Leur tenir tête était la seule option. Je voulais juste qu'elle ait un Noël normal, ai-je sangloté, avec la famille, les traditions et toutes les choses dont je me souviens de mon enfance. Elle aura toutes ces choses, a promis grand-mère Ruth, mais pas avec des gens qui ne la méritent pas. Nous créerons de nouvelles traditions, de meilleures, avec des gens qui l'aiment vraiment pour qui elle est. Au cours des heures suivantes, mon téléphone a explosé de messages. Certains provenaient de parents que je connaissais à peine, exprimant choc et soutien. D'autres venaient d'amis de mes parents, des gens que j'avais connus toute ma vie, envoyant des messages de déception face au comportement de mes parents. Plusieurs ont offert de témoigner si nous décidions de porter plainte. La vidéo que j'avais enregistrée avait trouvé son chemin sur les réseaux sociaux, probablement partagée par l'un des invités qui avait également enregistré. Le soir, elle avait été vue des milliers de fois, avec des commentaires allant du soutien aux critiques absolument cinglantes envers mes parents. Plusieurs membres du club de bridge qui avaient été témoins de l'incident ont publié des déclarations publiques se distanciant du comportement de ma mère, exprimant leur horreur face à ce qu'ils avaient vu. Ma mère a appelé 17 fois cette nuit-là. Je n'ai pas répondu. Elle a laissé des messages vocaux qui sont passés de la colère à la défense, puis à la supplication, mais aucun d'entre eux ne contenait de véritables excuses. Elle voulait que je retire la vidéo, que je dise aux gens que tout était un malentendu, que je l'aide à réparer sa réputation. Pas une seule fois elle n'a demandé de nouvelles de Wendy ou reconnu ce qu'ils avaient fait. Mon père a envoyé un seul texto, « Tu as assez embarrassé cette famille. Ne nous contacte plus. » Je les ai bloqués tous les deux. L'enquête policière a progressé rapidement. De multiples témoins, des preuves vidéo claires et des blessures visibles en ont fait une affaire facile. Mes parents ont été accusés de voies de fait et de mise en danger d'autrui.
Taylor et Derek ont fait face à des accusations similaires pour leur participation. Tous les 4 ont engagé des avocats coûteux, essayant de prétendre que nous les avions provoqués ou que tout avait été exagéré, mais les preuves étaient accablantes. La vidéo montrait tout clairement. Les témoins, y compris plusieurs membres respectés de leur église et de leur cercle social, ont corroboré chaque détail. Même tante Regina a fait une déposition exprimant son horreur face à ce dont elle avait été témoin. Le processus judiciaire a duré près de 8 mois du début à la fin. Pendant ce temps, la vie a continué malgré le chaos. Grand-mère Ruth est d'abord restée avec nous dans notre chambre d'amis, mais au fil des semaines et des mois, il est devenu clair que cet arrangement serait permanent. Elle a mis son appartement en vente en mars et la vente a été finalisée en mai. Les bénéfices nous ont donné assez pour un acompte sur une maison plus grande, avec une vraie chambre pour elle et une nurserie spacieuse pour Wendy. Nous avons déménagé en juin, juste au moment où les procédures judiciaires touchaient à leur fin. Elle est devenue une partie intégrante de notre vie quotidienne, la grand-mère que Wendy méritait. D'autres parents nous ont contactés, des cousins à qui je n'avais pas parlé depuis des années ont appelé pour s'excuser de ne pas être intervenus plus tôt, admettant qu'ils avaient remarqué la froideur de mes parents envers Wendy mais n'avaient pas réalisé à quel point c'était grave. Plusieurs ont coupé les ponts avec mes parents, dégoûtés par leur comportement. Dans les semaines précédant la date du procès, d'autres preuves ont émergé, peignant un tableau encore plus sombre du comportement de ma famille. Plusieurs parents se sont manifestés avec des histoires que je n'avais jamais entendues, des incidents qui avaient été balayés sous le tapis ou minimisés. Ma cousine Angela m'a appelé 3 jours après l'incident de Noël. Nous avions été proches enfants, mais nous nous étions éloignés au fil des ans, ne nous voyant qu'aux réunions familiales obligatoires. Sa voix tremblait alors qu'elle me racontait l'époque où son fils était né avec une fente palatine. Ma mère lui avait suggéré de le garder à la maison la première année jusqu'à ce que la chirurgie corrective puisse être effectuée. Angela avait été trop choquée et blessée pour la confronter directement, choisissant plutôt de limiter les contacts tout en maintenant une civilité de surface. J'aurais dû dire quelque chose, a admis Angela en pleurant au téléphone. J'aurais dû t'avertir, mais je me suis convaincue que j'étais juste trop sensible. En voyant cette vidéo, en voyant ce qu'ils ont fait à Wendy, je ne peux plus me taire. Elle n'était pas la seule. L'ex-femme de mon oncle a pris contact, expliquant pourquoi elle l'avait vraiment quitté il y a 15 ans. L'histoire officielle était des différends irréconciliables, mais la vérité était plus sombre. Lorsque leur fille avait été diagnostiquée dyslexique, nécessitant un soutien éducatif spécial et du tutorat, ma famille avait traité l'enfant comme si elle était défectueuse. Ma mère avait même suggéré qu'ils envisagent un pensionnat pour éviter l'embarras d'avoir un enfant avec des troubles d'apprentissage dans la famille. Même des personnes extérieures à la famille ont commencé à partager leurs expériences. Un ancien voisin a décrit comment mes parents s'étaient plaints sans fin lorsqu'une famille avec un enfant autiste avait emménagé à côté, allant jusqu'à lancer une pétition pour maintenir les standards du quartier. La pétition avait échoué, mais le message était clair. Le schéma était indubitable. Mes parents n'étaient pas soudainement devenus des gens cruels le matin de Noël. Ils étaient comme ça depuis des décennies, cachant soigneusement leurs préjugés derrière des manières de société polies et des dons de charité qui leur donnaient bonne image. La tache de naissance de Wendy était simplement assez visible pour qu'ils ne puissent ni l'ignorer ni l'expliquer. Grant a trouvé des forums en ligne où les gens discutaient de la gestion du rejet familial face aux différences des enfants. Nous n'étions pas seuls. Des milliers de parents avaient des histoires similaires de grands-parents qui ne pouvaient pas accepter des petits-enfants handicapés, atteints de maladies, ou tout ce qui ne correspondait pas à leur image de la perfection. Lire ces récits était à la fois déchirant et validant. J'ai aussi découvert que mes parents avaient raconté aux gens que j'avais refusé de chercher un traitement pour la tache de naissance de Wendy par fierté obstinée. Ils avaient créé tout un récit où ils étaient les grands-parents inquiets essayant d'aider et j'étais la fille déraisonnable empêchant sa petite-fille de recevoir les soins médicaux nécessaires. Plusieurs de leurs amis avaient cru à cette version des faits jusqu'à ce que la vidéo fasse surface. Les procédures judiciaires se sont compliquées lorsque l'avocat de mes parents a tenté de faire valoir qu'ils avaient agi par souci du bien-être de Wendy. Leur position était qu'ils avaient essayé de la protéger du traumatisme d'être dévisagée par les invités et que mon insistance à l'amener malgré leurs avertissements constituait un manque de jugement de ma part.
Notre avocate, une femme brillante nommée Caroline Martinez, spécialisée en droit de la famille, a systématiquement démoli cet argument. Elle a présenté les textos montrant le langage hostile de ma mère. Elle a fait écouter l'enregistrement de mon appel téléphonique où ma mère avait qualifié Wendy de « difforme ». Elle a fait venir des experts médicaux qui ont témoigné que les taches de vin ne présentaient aucun risque pour la santé et que l'isolement des enfants en raison de différences physiques causait bien plus de tort psychologique que les regards potentiels d'étrangers. Le témoignage le plus accablant fut celui de la psychologue pour enfants que nous avions consultée. La docteure Patricia Morrison a expliqué en détail clinique comment le comportement de mes parents représentait un schéma de rejet qui, s'il se poursuivait, causerait de graves dommages émotionnels à Wendy en grandissant. Elle a décrit des cas qu'elle avait vus où des enfants intériorisaient le rejet familial, développant une dépression, de l'anxiété et des problèmes d'estime de soi qui duraient jusqu'à l'âge adulte. Le message envoyé ici est clair, a déclaré la docteure Morrison lors de son témoignage. On dit à cet enfant que son apparence physique la rend indigne de l'inclusion familiale, qu'elle est quelque chose à cacher, dont il faut avoir honte. Les accusés n'ont pas seulement agressé leur fille. Ils ont démontré un schéma persistant d'abus émotionnels envers leur petite fille en bas âge. Ma mère a pleuré pendant tout ce témoignage, tamponnant ses yeux avec un mouchoir. Mais j'ai remarqué qu'elle regardait le juge et le jury, jouant sa détresse pour un maximum de sympathie. Pas une seule fois elle ne m'a regardé, ni les photos de Wendy qui étaient montrées comme preuve. L'accusation a également appelé tante Regina comme témoin. Elle avait été suffisamment horrifiée par ce qu'elle avait vu pour se porter volontaire pour témoigner, malgré la gêne sociale de parler contre son amie de longue date. Vêtue de manière conservatrice et parlant d'un ton mesuré, elle a décrit la fête de Noël de son point de vue. Je suis arrivée environ 20 minutes avant l'incident, a-t-elle expliqué. La maison était magnifiquement décorée. Tout semblait parfait comme d'habitude, mais il y avait une tension étrange dans l'air. Quand j'ai demandé des nouvelles de la petite fille, si le bébé serait présent, la réaction a été immédiate et inconfortable. Plusieurs personnes ont échangé des regards. Une femme a même ri et a dit quelque chose comme « ce problème a été réglé ». Elle a continué en décrivant ce qu'elle avait vu de l'intérieur de la maison, ma mère et mon père bloquant la porte, la confrontation qui s'intensifiait, le moment où mon père a jeté le porte-bébé. Sa voix s'est brisée lorsqu'elle a décrit avoir vu le bébé Wendy rouler sur la pelouse gelée. Je connais cette famille depuis plus de 20 ans, a dit Regina en regardant directement mes parents. Je les considérais comme des amis proches. Mais ce que j'ai vu ce jour-là était inexcusable. Aucune pression sociale ou souci des apparences ne justifie de traiter un bébé de cette façon. Rien. La défense a tenté de discréditer son témoignage, suggérant qu'elle était simplement emportée par l'indignation des réseaux sociaux et essayait de se distancier de la controverse. Mais Regina est restée calme et cohérente, son récit correspondant parfaitement aux preuves vidéo. Le témoignage de Taylor a été particulièrement révélateur. Appelée comme témoin par l'accusation, elle a essayé de défendre les actions de nos parents, mais a fini par tout aggraver. Sous interrogatoire, elle a admis qu'elle n'avait jamais tenu Wendy, ne nous avait jamais rendu visite à la maison et avait activement évité d'être sur des photos avec sa nièce. Pourquoi avez-vous évité d'être photographiée avec votre nièce ? A demandé Caroline. Je ne pensais pas que c'était une bonne idée, a balbutié Taylor, pour les réseaux sociaux. Vous savez, les gens pourraient poser des questions. Des questions sur quoi ? Sur la tâche de naissance. Sur ce qui n'allait pas chez elle. Que croyez-vous qu'il n'aille pas chez votre nièce, mademoiselle Taylor ? Le silence s'est étiré inconfortablement. Taylor a réalisé trop tard qu'elle était tombée dans un piège. Rien ne va mal chez elle. Je voulais juste dire. Vous vouliez juste dire que son apparence est quelque chose que vous avez honte d'associer à votre image. L'avocat de Taylor a objecté, mais le mal était fait. Ses propres mots avaient confirmé exactement ce que l'accusation soutenait, il ne s'agissait pas de protéger Wendy, mais de protéger l'image de la famille. Le témoignage de Derek fut plus court, mais tout aussi préjudiciable. Il a affirmé m'avoir poussé en légitime défense parce que j'agissais de manière hystérique.
Lorsqu'on lui a montré la vidéo le dépeignant clairement en train de me bousculer alors que j'essayais de récupérer mon bébé, il s'est tenu à son histoire, insistant sur le fait que l'angle de la caméra était trompeur. Donc votre position est que cette vidéo, ainsi que le témoignage d'une douzaine de témoins, est en quelque sorte incorrecte ? A demandé Caroline. Les choses ont l'air différentes en personne, a marmonné Derek. Différentes comment ? Expliquez s'il vous plaît au tribunal comment voir votre père jeter un porte-bébé puis pousser votre sœur dans les escaliers était en fait un acte de légitime défense. Il ne pouvait pas. Personne ne pouvait expliquer ce que les preuves montraient si clairement. Le procès s'est soldé par des plaidoyers de culpabilité de la part des 4 membres de ma famille. Mes parents ont reçu une mise à l'épreuve, des cours obligatoires de gestion de la colère et des ordonnances restrictives leur interdisant de nous contacter. Taylor et Derek ont reçu des peines similaires. Le juge a été particulièrement sévère, notant que leurs actions envers un nourrisson étaient répréhensibles et sans excuse. Mais au-delà des sanctions légales, le juge a ajouté quelque chose d'inattendu. Dans le cadre de leur mise à l'épreuve, tous les 4 étaient tenus de suivre un cours sur la sensibilisation au handicap et les biais inconscients. Ils devraient rédiger des essais sur ce qu'ils avaient appris et les présenter au tribunal. Le juge voulait une preuve documentée qu'ils comprenaient la gravité de leurs préjugés. Ce tribunal reconnaît que la peine de prison pourrait ne pas servir la justice dans ce cas, a déclaré le juge lors du prononcé de la peine. Mais je veux m'assurer que les accusés comprennent vraiment le tort qu'ils ont causé et les croyances toxiques qui ont conduit à leurs actions. Peut-être que l'éducation réussira là où la punition seule pourrait échouer. Je doutais qu'un cours puisse changer fondamentalement des gens qui avaient passé des décennies à développer ces préjugés, mais j'ai apprécié la tentative du juge. Les conséquences sociales furent encore plus graves. Mon père a perdu plusieurs contrats importants lorsque ses partenaires commerciaux ont vu les vidéos et ont décidé qu'il ne voulait pas être associé à quelqu'un qui jetait un bébé d'un Porsche. Le cercle social de ma mère a complètement implosé. Le club de bridge l'a expulsé. L'Église lui a demandé de se retirer de ses postes de bénévole et les invitations aux événements du quartier se sont taries. Taylor a perdu son emploi lorsque son employeur a vu les vidéos et a décidé que son comportement ne reflétait pas les valeurs de leur entreprise. La petite amie de Derek l'a quitté après avoir vu ce qu'il avait fait, lui disant qu'elle ne pourrait jamais faire confiance à quelqu'un capable d'une telle cruauté autour de leurs futurs enfants potentiels. Je n'ai ressenti aucune sympathie pour aucun d'entre eux. Ils avaient fait leur choix, et les conséquences étaient quelque chose avec lequel ils devraient vivre. Wendy a eu 1 an, entourée de gens qui l'aimaient sincèrement. La famille de Grant est venue de l'autre bout du pays. Grand-mère Ruth a préparé son gâteau au chocolat signature et les cousins qui avaient renoué après l'incident de Noël sont venus avec des cadeaux attentionnés et des étreintes chaleureuses. La fête était tout ce que cet horrible Noël aurait dû être, rempli de rire et de joie pour célébrer un bel enfant. Ma fille grandirait en sachant que certaines personnes l'avaient rejetée, mais elle saurait aussi que les personnes qui comptaient s'étaient battues pour elle. Elle apprendrait que se dresser contre la cruauté, même quand elle vient de la famille, n'est pas seulement acceptable, mais nécessaire. Et elle aurait l'exemple de grand-mère Ruth, une femme qui avait choisi l'amour plutôt que l'acceptation sociale, la justice plutôt que de maintenir la paix. La vidéo de ce Noël circule encore de temps en temps, généralement accompagnée de mises à jour sur la façon dont Wendy s'épanouit et comment la vie de mes parents s'est effondrée. Les gens l'utilisent comme un exemple de karma instantané, de ce qui arrive lorsque la cruauté est confrontée à la révélation et à la responsabilité. Pour moi, c'est un rappel du jour où j'ai appris que la famille n'est pas déterminée par le sang. Elle est choisie par les actions, prouvée par la loyauté et construite sur un amour authentique. Mes parents, mes frères et sœurs et leur cercle d'amis superficiels ont complètement échoué à ce test. Mes grands-mères Ruth, Grant et les parents qui nous ont soutenus ont réussi avec brio. Ils sont devenus la vraie famille de Wendy, les personnes qui façonneraient son monde et lui enseigneraient des valeurs dignes d'être défendues. Parfois, je pense encore à ce terrible matin de Noël. Le choc de la gifle de ma mère, l'horreur de voir mon père jeter mon bébé, la peur et la rage qui m'ont consumé à ces moments-là. Mais surtout, je me souviens de la fureur de grand-mère Ruth, de la façon dont elle a refusé de se taire plus longtemps. Comment elle a tourné le dos à sa propre fille pour protéger son arrière-petite-fille. C'est ce genre de force que je veux transmettre à Wendy.
Le courage de se dresser contre l'injustice, quelle que soit sa source. La sagesse de reconnaître quand les relations sont toxiques, indépendamment de l'ADN partagé. Et l'amour pour construire quelque chose de mieux sur les cendres de ce qui a été détruit. Mes parents sont des étrangers pour moi maintenant. Ils ont tenté de prendre contact quelquefois au fil des ans, généralement par des intermédiaires ou des lettres soigneusement formulées qui évitent toute responsabilité réelle. Chaque tentative est documentée et ajoutée à notre dossier, maintenant les ordonnances de protection qui les tiennent à l'écart de Wendy. Elle a maintenant 7 ans, brillante, drôle et absolument parfaite. La tache de vin est toujours là, bien que les traitements au laser l'aient quelque peu éclaircie. Elle sait que cela la rend spéciale, unique, quelque chose dont elle peut être fière plutôt que d'avoir honte. Quand d'autres enfants posent des questions à ce sujet, elle leur dit avec confiance que c'est sa marque spéciale, et qu'elle n'a aucun intérêt à la cacher. Cette confiance vient du fait d'avoir été élevée par des gens qui l'ont célébrée dès le premier jour, qui ne lui ont jamais fait sentir que quelque chose n'allait pas ou devait être réparé. Grant et moi avons travaillé dur pour créer un environnement où elle se sent valorisée et aimée exactement comme elle est. Grand-mère Ruth a vécu pour voir Wendy commencer la maternelle, rayonnant de fierté à l'orientation scolaire. Elle a assisté à la fête du 6e anniversaire de Wendy, bien que sa santé déclinait alors. Elle est décédée paisiblement dans son sommeil 2 mois plus tard, entourée de photos de son arrière-petite-fille et de la famille qui avait choisi l'amour plutôt que les préjugés. Ses funérailles ont réuni des centaines de personnes dont elle avait touché la vie, qui se souvenaient de sa force et de sa gentillesse. Elle a tout légué à Wendy, un fonds pour ses études et un héritage qui assureront la sécurité de l'avenir de ma fille. Mais plus important encore, elle a laissé l'exemple de la manière de se battre pour ce qui est juste, de choisir le courage plutôt que le confort, et d'aimer inconditionnellement. J'ai toujours cette vidéo du matin de Noël. Parfois, je la regarde quand j'ai besoin de me souvenir pourquoi j'ai fait les choix que j'ai faits, pourquoi couper les ponts avec ma famille biologique était nécessaire et juste. La colère sur leur visage, la cruauté désinvolte, le manque total d'empathie pour un enfant innocent, tout est capturé là en permanence. Mais j'ai aussi des centaines d'autres vidéos maintenant. Les premiers pas de Wendy, ses premiers mots, les fêtes d'anniversaire, les dîners de famille et les moments calmes de lecture avec grand-mère Ruth. Ce sont ces souvenirs qui comptent, la famille qui importe. Mes parents ont fait leur choix ce matin de Noël. Ils ont choisi l'apparence plutôt que la substance, le statut social plutôt que la connexion authentique, la cruauté plutôt que la compassion. Ils ont perdu une petite fille, une fille, et finalement tout leur monde social. J'ai choisi ma fille, et je ferai ce même choix chaque jour sans hésiter.